Oser l'île mystérieuse, sur les traces des géants. Tradition oubliée, approche sensible. Voyage Sardaigne. Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Tartessos. Cette ville mythique qui échappe encore à notre compréhension demeure un mystère. Et si la clé de son emplacement se trouvait en Sardaigne? C'est en tout cas ce que pense Bartolomeo Porcedu, auteur de la vidéo que vous allez voir. Les récentes découvertes archéologiques suggèrent un lien profond entre Tartessos et la Sardaigne. À travers des toponymes, des mythes et des vestiges, Bartolomeo explore les relations entre cette civilisation disparue, Chypre et d'autres cultures méditerranéennes. Cette vidéo explore l'histoire et les liens mythologiques de Tartessos, une cité légendaire dont l'emplacement reste incertain. Bartolomeo y présente des découvertes archéologiques récentes à Chypre, notamment des bols en terre cuite provenant de la Sardaigne qui suggèrent des connexions anciennes entre Chypre et la Sardaigne, cette île mystérieuse. L'auteur relie ces découvertes à des divinités protectrices comme Cupride et à des dieux de Sardaigne comme Sardara, associés au cuivre et aux traditions anciennes. Cette vidéo évoque aussi des éléments mythologiques comme les relations entre les Sardes, les Phocéens et Tartessos, suggérant que cette dernière pouvait se trouver non pas en Ibérie mais en Sardaigne. L'auteur analyse également les correspondances linguistiques et les noms géographiques, reliant les anciens peuples de la Méditerranée à des sites sardes, et conclut que la Sardaigne était au cœur de nombreuses civilisations antiques, avec des influences dans des territoires aussi éloignés que l'Ionie et Lusitanie. Je vous laisse avec Bartolomeo et vous souhaite une bonne vidéo sur Voyage Sardaigne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tartessos, la ville mythique jamais retrouvée. Dans la vidéo relative aux Sardes de la ville de Troie, nous nous sommes laissés avec Phocée, la ville de l'Ionie asiatique, où dans la seconde moitié du VIe siècle avant JC, ses habitants, pour échapper à l'armée de Cyrus le Grand, a décidé d'émigrer en Sardaigne. Cependant, pour introduire le sujet, je voudrais d'abord mentionner une découverte importante faite à Chypre, il y a 2 ans, par le professeur Peter Fischer de l'université de Göteborg en Suède et Teresa Burge de l'Académie des sciences de Vienne. Lors de leur campagne de fouilles à Zala Sultan Tekke, 5 bols en terre cuite, différents de la poterie chypriote, ont été mis au jour. Après des investigations sur leur composition minéralogique, avec la collaboration de Giusy Gradoli, archéologue et géologue de la comète de Cagliari, il a été établi que 2 des 5 bols provenaient du nuraghe Arubiu d'Oroli et 2 autres, respectivement, de Sardara et Baroumini. Les données sont surprenantes car elles montrent que Chypre était liée à la Sardaigne depuis au moins 1300 ans avant JC. Chypre était rapportée en grec avec Kypros, Kypro, dont la divinité de l'amour, Kypri, Kypris ou Kyprida, Kyprida, tirait son nom. Le grec Kyprogénès, Kyprogénis, désigne celui qui est né à Chypre et est l'épithète de Vénus. Callimaco rappelle Cupride lorsqu'il dit que la diva protège les marins de l'île de Sardaigne, une terre entourée de tours nuragiques. Le cupro, quant à lui, est lié à la cuprite, le minéral rouge dont sont extraits le cuivre et l'or. Mais tout revient à Sucupuru, en sarde, le galet concave de terre rouge. Par rapport au cupuru sarde, le cupros grec et le cuprus latin, en raison du déplacement régressif de la consonne liquide, R, ont perdu la voyelle U à cause d'une syncope. Par conséquent, sans le S sigmatique du nominatif, puisque le sarde n'a pas les cas du grec et du latin, le terme se résout en cupuru. Cupuru est donc lié à la terra rossa qui devient terracotta à la sortie du four. Les bols rouges concaves donnent donc un sens à Cupride ou Cuprida, divinité protectrice des îles rouges de Sardaigne et de Chypre.
Dans l'œuvre millénaire de colonisation de la Méditerranée, les Sardes ont transposé les toponymes, couronnes et hydronymes de leur île d'origine dans les territoires conquis. Dans mon livre « La Grecia Sardino-Pelasgica », je décris, entre autres, la région historique de l'Arcadie grecque, née de la terre-mère sarde. Les Achéens et les Doriens, envahisseurs du Péloponnèse entre le 2e et le 1er millénaire avant Jésus-Christ, ont souvent laissé les noms sardes déjà existants. Dans d'autres, ils ont utilisé un calque, c'est-à-dire qu'ils ont traduit le sens sarde dans leur langue. Par exemple, l'Arcadie sarde doit son nom principalement au fait que le golfe d'Oristano dessine un arc parfait au-dessus de la mer. Arquentu, Arco del Vento, est également le promontoire qui domine toute l'Arborea. Le monte Arsi, avec ses 3 sommets sacrés, contient le plus grand gisement souterrain d'obsidienne d'Europe. Arsi est aussi le toponyme de la ville d'Arsidanu, dédiée à San Niccolò à l'époque chrétienne. Arsi, en sarde, ainsi que Mandra, l'enclos du bétail, signifie également mandra solaire ou arc du soleil. La porte qui s'ouvre de la mer vers le territoire d'Arborance, en passant par l'étang de Marcédie, s'appelle précisément Gena de S. Arca, porte de l'Arche. Sarsidanu est une région historique dominant Arborea comme Mandrolisae, à l'origine Mandra de Lusae ou Mandra del Sole. La rougeur du soleil s'appelle Porphyra en grec et Lusia ou Sardica en sarde. En fait, les régions occidentales de la Sardaigne, où le soleil allait mourir, à Occidente, étaient celles des Lusitaniens et des Sardanes. Sardara, Lusa dans l'Antiquité, associe les deux. Lesa ou Lusa, avec ses eaux lusitaniennes, était la ville aujourd'hui appelée Sardara, ainsi appelée pour ses mines de cuprite rouge, d'où on extrayait le cuivre. À une courte distance se trouvait Sabida Ramosa, c'est-à-dire le pays du cuivre, aujourd'hui appelé Valermosa, près duquel, selon Ptolémée, se trouvait le temple du Sardopatoris Fanum. Patoris, cependant, n'est pas le génitif de pater comme beaucoup l'ont décrit, mais celui d'Arco. Le terme se résout donc en temple de l'arc de Sardo, héros éponyme, fils d'Hercule, synonyme de rouge. Aujourd'hui, nous appelons beaucoup de filles du nom de Lydia, sans savoir que dans l'Antiquité, avant que les Grecs ne transforment le zeta à barre droite en celui utilisé avec la barre oblique, la connexion des plus ilus voyelles tout à l'intérieur du mot, il se lisait comme notre S exprimé. De plus, il faut considérer que le Y a toujours transcrit notre voyelle sarde latine U de jamais le I. Par conséquent, Lydia a été lue comme Lusia. Dans la nature se trouvaient les pierres précieuses Andalusite et Sardonis, ou Nuche Sarda. En fait, Homère appelle le territoire de Sardes, en Lusie anatolienne, fille et homonyme de la Sarde, terre du Luxion. Dans les champs de Lucei, où Lucia, Adé, Ade à Sardo, il avait planté une forêt de peupliers blancs. Virgile, dans l'Énéide, divise le monde souterrain entre le Tartare et les Campi Élysii. Le monde souterrain entre le Tartare et les Campi Élysii. Pour Homère, ces dernières sont un lieu où la vie est belle pour les mortels. Jamais touché par la neige ni la pluie, avec d'immenses champs de fleurs. Dans les champs Élysées ou Élysion, Eulussu en sarde, le quai est né sous la forme d'un peuplier des enfers. À son retour des enfers, Héraclès tissa une couronne avec les branches du peuplier qu'Hadès avait planté près des champs Élysées en mémoire de son amant, la belle nymphe Leuc. En sarde, les Campi et Lusae sont ceux de Lusia et Leuké, en grec, traduit le peuplier blanc. Les feuilles marginales du peuplier de cette couronne restaient noires, d'un côté, car c'est la couleur des enfers, mais celles qui adhéraient au front d'Héraclès étaient teintées de blanc argenté. C'est pourquoi le peuplier blanc lui est sacré. Le Tartare se trouve dans une forêt de peupliers blancs près du fleuve Océan, explique Pausanias, qui ajoute « Le sombre fleuve Styx borde le Tartare à l'ouest. Les Grecs attribuaient donc au Styx le rôle de bassin versant de l'enfer. Styx, en grec, est rapporté avec Stux. Styx, qui signifie dégoût. Mais Stux pourrait être la légère corruption de stuma ou stoma, qui se traduit par fosse. Dans ce cas, il faut tenir compte de la citation de Socrate, qui situe le marais stygien à proximité de la plaine d'Achérusie. Parmi les autres fleuves infernaux, il y avait l'Achéron. Homère appelle le peuplier blanc du nom d'Achéronthéo. En fait, Achéroïs, en botanique, est précisément le peuplier. Le cocytus, en grec kokitos, kokutos, et en latin cocytus, était un des fleuves infernaux, ainsi que le Charon, qui fait toujours référence à l'Achéron. Le cocutu représente la couleur rouge-orange, appelée noix de coco en sarde du lusitanien Sunset. Par conséquent, Eryceno,
Eruttaino, Seyar teindre en rouge, et Eruthros, Seyar rouge, sont équivalents en onomastique sarde au nom de famille Coco et Rujou. Claude Ptolémée a appelé les populations installées dans le centre-ouest de la Sardaigne du nom de Lusitaniens. Les données de Ptolémée sont également confirmées par la présence des cohors Lusitanorum dans ces lieux à l'époque romaine. Aujourd'hui encore, le nom des Lusitani est resté au centre de Lusurgiu et dans les eaux lusitaniennes de Fordongianus et de Sardara. Ce sont donc dans l'Antiquité les Lusitaniens sardes qui ont apporté leur ethnonyme dans des territoires extra-insulaires comme la Lusie anatolienne et la Lusitanie ibérique et l'Andalousie. De là naît la confusion des auteurs anciens et modernes pour désigner la ville de Tartessos près de l'actuel Cadix en Lusitania ibérique. Avienno, comme beaucoup d'autres écrivains qui effectuaient des recherches sur la ville disparue de Tartessos, affirme que cet endroit est situé près de Gadir, l'actuel Cadix, mais affirme ensuite qu'il n'y a rien dans cet endroit qui puisse conduire à la ville mythologique. De plus, dans le golfe de Cadix, il n'y a pas d'île, à l'exception d'un îlot où ne coule pas le fleuve Océan et sur lesquels, en l'absence de terre, les rois mythologiques ne pourraient régner. L'un de ces rois était Gérion, en grec ancien Gyrion, Geruon ou Geruzon, souverain de l'île d'Érithie, en grec Erythia, Eruteia, située dans l'océan occidental. Voler les bœufs de Gérion avait été le 10e travail d'Hercule. Le troupeau de Gérion est une figure rhétorique pour désigner la mandra solaire, en sarde mandra lusae ou arci. En fait, Héraclès entreprit de capturer les bœufs de Gérion en utilisant le bateau doré d'Hélios. Le dieu grec du soleil, Hélios, était assimilé au sarde Apoudou ou Apollon pour indiquer le lever du soleil. Pausanias considérait Gérion, roi de Tartessos, comme le plus fort des êtres vivants. Il ne resta pas sans descendance puisque sa fille Érythéia eut d'Hermès, la sarde Herminzone, un fils nommé Noras, prononcé Nuraché. Selon Solinus, Tartessos était la patrie de Noras. La ville de Marie-Hermie est dédiée à Hermès et le centre de Nurachi est dédié à Nuraché. Certains historiens situent l'île d'Erutia, également appelée Erythréa, près du fleuve Océan, d'autres en Lusitanie. Le fleuve Océano et le Lusitania étaient situés dans le centre-ouest de la Sardaigne. Dans les temps anciens, Océano était l'entrée du port fluvial ou lacustre. Le 12 esprit de l'initiale grecque oméga indique la présence originelle d'une consonne non aspirée et donc probablement d'un digamma doublié qui transcrivait généralement notre consonne fia. Par conséquent, la voix océan a été à l'origine transcrite focianu qui signifie commandant ou port de la bouche. L'embouchure de la rivière s'appelle Foxy en campidanais sarde, Fogué en logudorèse, Foch en Nuoro et Hoche en Barbagia. La variante sarde de la Barbagia, Hoche, exprime l'embouchure du fleuve exactement comme le grec Hoche. Pour cette raison, Océanus était aussi un personnage mythologique. L'océan, compris comme la mer, n'était autre que l'embouchure de la Méditerranée vers la mer extérieure, appelée Atlantique, puisque Atlas était l'un des nombreux noms sous lesquels la Sardaigne était appelée. Comme le Curanou pour le Curu, char de guerre, le Turanou pour le Tur, tour nuragique, ou le Turou, Tirso, le divin Phocianou ou Océan, représentait la major de l'embouchure du fleuve. Il existe plusieurs toponymes sardes qui ramènent à Phos. Dans l'Antiquité, ce nom de lieu était transposé par les Sardes en dehors de leur propre île. L'un avant tout est le territoire de la Phocide, Phocis, Phokis en grec, une région historique de la Grèce centrale, prononcée et écrite de la même manière que le Phoxi campidanais. Phocaia, donc Fossé, était également une ville importante sur la côte ionienne de l'Asie mineure, aujourd'hui Turquie. Le terme Foch n'appartient pas aux Grecs puisque dans cette langue Phos s'exprime avec stoma. Les Phocéens étaient donc à l'origine des Sardes Pélage appartenant aux Ioniens, Zens en grec, puisqu'ils étaient dévoués à Diane ou Zana. Le lien entre les Phocéens et leur patrie, la Sardaigne, était encore fort à l'époque de Cyrus Oedos le Grand, entre 590 et 530 avant JC. Hérodote les décrit ainsi: les Phocéens furent les premiers à faire de longs voyages. Ils découvrirent l'Adriatique, la Tyrénie, l'Ibérie et la région de Tartessos. Puis Hérodote ajoute: lors de leur traversée, les Phocéens atteignirent Tartessos, se liant d'amitié avec le roi local appelé Argentonio. L'écrivain grec poursuit son discours en disant:
Ayant appris comment la puissance des Mèdes s'était accrue, Argantonius donna de l'argent aux Phocéens pour qu'ils puissent équiper leur ville de fortifications, à tel point que le périmètre des murs de Phocée s'étend sur pas mal d'étages et que ces murs sont constitués de gros blocs de pierre bien reliés les uns aux autres. Pour comprendre qui étaient les Ioniens, en grec Zans, de Diane ou Zana, déesse de la lune, dont faisaient de partie les Phocéens dans le Panionium, le récit donné par Hérodote est essentiel. Il dit les Ioniens d'Anatolie, aussitôt que les Lydiens ou Lusitaniens furent soumis par les Perses, envoyèrent des messagers à Sardes, la capitale de la Lusie, pour s'occuper de Cyrus II le Grand, qui avait causé à Crésus, l'ordre lydien. Les Ioniens ont demandé à Cyrus d'être ses sujets dans les mêmes conditions dont il bénéficiait sous Crésus. Lorsque les Ioniens entendirent la réponse négative de Cyrus, ils fortifièrent leurs murs et se réunirent à Panionium. Tout le monde était présent, sauf les Milésiens, qui s'étaient entendus séparément avec Cyrus. Hérodote reprend la discussion à partir du moment où les Ioniens se rendirent à Sparte pour demander de l'aide. Les messagers des Ioniens et des Éoliens arrivèrent à Sparte en choisissant que chacun fasse parler au nom de tous le représentant de Phocée ou Phocée, dont le nom était Pithermus. Il portait une robe violette pour mieux attirer l'attention des Spartiates. Mais les Spartiates ne l'écoutèrent pas et décidèrent de ne pas envoyer d'aide aux Ioniens. Dans ce passage, l'élément de base est constitué par la robe violette, manteau rouge, symbole des Sardes. Hérodote revient alors pour parler de l'occupation de Phocée par l'armée de Cyrus. Le chef perse, Harpagus, assiégea la ville. Les Phocéens, ne tolérant pas l'esclavage, décidèrent d'embarquer femmes et enfants et de mettre le cap sur Cyrno, Kurnos en grec, Kyrnos, depuis Kuru ou chariot de guerre, l'actuelle Corse. Sur cette île, 20 ans plus tôt, les Phocéens avaient fondé une ville appelée Alaïa. À cette époque, Argantonius de Tartessos était mort. Une fois arrivés à Cyrno, ils vécurent avec la population locale pendant 5 ans. Plus tard, cependant, les Phocéens se tournèrent vers les voleurs, pillant les populations voisines. C'est pourquoi les Tyréniens et les Carthaginois, d'un commun accord, se sont attaqués à eux et les ont vaincus en mer dans les eaux de Sardaigne, les obligeant à abandonner ces lieux pour toujours. D'après le récit d'Hérodote, il est clair que Tartessos n'était pas en Ibérie, mais en Sardaigne. Ce fait est confirmé par la fuite d'autres Ioniens, entreprise après l'occupation perse de leurs terres en Ionie anatolienne. En effet, lors d'une rencontre entre les Ioniens, le philosophe Bias de Priene, qui vécut entre 600 et 530 avant JC, expliqua à tous le projet de partir, réunis en une seule flotte, loin de l'Ionie pour atteindre la Sardaigne. Ainsi, libérés de l'esclavage, ils vivraient heureux, installés sur la plus grande de toutes les îles. De l'exposition d'Hérodote, une assonance de noms de lieux émerge entre la Sardaigne et l'ancienne Ionie. Ainsi se termine cette première partie de l'argumentation fascinante de Bartolomeo Porceddu. En croisant les traces archéologiques, les récits anciens et les similitudes culturelles, il soulève des questions intrigantes sur les interactions entre la Sardaigne et d'autres territoires méditerranéens. Mais ce n'est qu'un début. Dans les prochaines étapes, Bartolomeo approfondira ses recherches pour mettre en lumière d'autres éléments clés de son hypothèse. Quels nouveaux indices viendront enrichir cette quête des origines de Tartessos? Nous vous invitons à rester avec nous pour découvrir la suite de ce voyage captivant à travers le temps et l'histoire. À bientôt sur Voyage Sardaigne.